Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, pour cette table ronde qui va être animée par Sylvain, ici présent. CNRS, c'est un gros mot. C'est un gros mot, c'est quand même CNRS, mais il est en train de muter. Il nous racontera peut-être. On n'a pas le temps de raconter. On se dépêche parce que on est un peu coincé par le timing. Il faut que ça tienne en 1 heure. Et après, il faut que vous vidiez complètement la salle, que vous alliez dédicacer, acheter des livres de tous les intervenants et surtout de Philippe. Et après, à 20h, on va vous dire 20h15 pour ceux qui voient le film, il faudra revenir là. Donc vous aurez une demi-heure pour acheter le livre et un quart d'heure pour manger. Ça va, si je le dis comme ça? Donc Sylvain, je reviens, CNRS, qu'on a déjà vu 2 fois au Forum de l'âme des dernières éditions. Lucie, qui vient pour la première fois, qui a traversé depuis le Québec à la nage, mais pas de problème, elle est psychothérapeute, donc ça va. Compagne de Philippe, que vous connaissez tous maintenant, puisque vous l'avez supporté pendant 1 heure. Ça va? Kewen, que vous ne connaissez pas, qui vient de Paris et qui fait une intervention demain sur la sagesse chinoise, les choses. Mais ça se voyait pas, hein, ça se voyait pas du tout. Wen. Anne, toi, tu as déjà officié tout à l'heure, tout le monde te connaît, médecin chambérienne, médecine, non, je sais plus avec le féminin, le masculin. Je suis perdu. Doctoresse. Doctoresse. Allez, c'est parti. Et Serge, que vous avez déjà vu aussi, Serge Cabouret, que vous avez déjà vu ici au forum, et qui, lui, est plutôt avec l'étiquette coach, accompagnateur, formateur, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est parti. À toi. Et après, moi, je passe le micro. Et puis Gilles, l'organisateur du forum, et puis vous me connaissez tous. Voilà, merci. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc, le thème de cette table ronde, c'est donc science et conscience. Alors, bien sûr, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout le monde a eu cette idée en tête à partir du moment où j'ai sorti ces 2 mots. C'est effectivement Rabelais qui écrivait ça dans Pantagruel au XVIe siècle. Alors, au-delà du sens éthique qui est donné à cet adage désormais, qui est du reste certainement assez éloigné du sens que Rabelais avait donné dans son œuvre, mais enfin bref, peut-être qu'on pourrait s'interroger sur le statut d'une science aujourd'hui qui fait totalement fi dans sa mise en œuvre du principe, du concept de conscience. Ainsi, on prend les théories les plus mainstream aujourd'hui des sciences physiques et des sciences du vivant, à savoir donc la théorie du Big Bang ou la théorie de l'évolution de Darwin. Force est de constater qu'aucune de ces 2 théories ne prend en compte le principe le phénomène de la conscience. Et c'est d'autant plus paradoxal que la conscience est finalement la seule chose dont chacun de nous puisse être certain de son existence, puisqu'on en fait l'expérience quotidiennement. Et c'est pas juste un problème qui peut être évacué, en fait, en considérant la conscience comme un phénomène émergent, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre du réductionnisme matérialiste. Pour rappel, l'idée mainstream du physicalisme aujourd'hui, c'est que tout ce qui existe est entièrement descriptible et réductible en termes de matière inerte, donc qui n'est pas consciente, et que donc la conscience émergerait de cette matière inerte. En fait, c'est David Chalmers qui l'a pointé avec retentissement, en énonçant ce qu'on a appelé le fameux problème difficile de la conscience dans un article publié dans les années 90, dans lequel il nous fait remarquer qu'il n'y a aucun paramètre physique desquels on peut déduire les qualia de l'expérience. Alors je cite Chalmers, il n'y a rien dans les propriétés de l'arrangement des particules élémentaires qui constituent notre cerveau, en termes de quoi nous pourrions déduire ce que ça fait de tomber amoureux, d'avoir mal au ventre ou regarder et goûter une pomme,
car la matière, elle est précisément définie comme ce qui manque de toute qualité ressentie. Et c'est clair que la matière, telle qu'elle est décrite par les sciences physiques, elle est complètement dépourvue de qualité, hein, que ce soit de type son, goût, texture, tous ces qualia, justement, tels que les a nommés Charles Peirce et qui constituent notre expérience vécue. La matière, elle est entièrement définie en termes de quantité, des nombres. Il est donc illusoire d'imaginer pouvoir reconstruire la réalité qui, elle, est entièrement qualitative au moyen de ces seules quantités qui n'ont finalement servi qu'à la décrire. C'est un peu, si vous voulez, comme remplacer un territoire par une carte et puis essayer de reconstruire la totalité du territoire avec les éléments constitutifs de la carte. C'est complètement absurde. Alors, messieurs, dames, on entre un peu direct dans le vif du sujet, quoi. Mais bon, c'est quoi le statut d'une science pour vous qui n'a pas pris qui n'a pas pris la mesure du statut de la conscience dans la nature de la réalité? Alors, je sais pas qui. Alors, qui veut commencer? Parce que là, la question est facile, hein. Tu veux reformuler? Avec d'autres mots. J'ai essayé de vous expliquer que la science, en fait, elle ne tient absolument pas compte du phénomène de la conscience dans sa mise en œuvre. Or, on a Charles Peirce, David Chalmers a montré en fait que c'était absurde, en fait, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable de reconstruire avec les éléments qui nous ont permis de décrire le monde, c'est-à-dire la physique, on n'est pas capable d'expliquer la chose la plus évidente qui soit, c'est la conscience. Donc, quel crédit on peut donner en fait à cette science, qui avance comme ça, sans avoir pris la mesure du statut de la conscience dans la nature de la réalité? Je me lance, on a 3 heures. Je suis un peu gêné en t'écoutant parce que moi, je ne suis pas du tout expert des sciences dures, vous savez, la physique quantique, etc. Moi, je suis spécialiste des sciences molles, pédagogie, philosophie, psychologie, etc. Et je me disais en écoutant, ça me paraissait compliqué. Parce qu'on veut chercher à décrire ou à comprendre un aspect matérialiste des choses, une vision matérialiste de la vie ou du vivant. Et je me disais, de manière plus simple, on mettrait une personne allongée là-bas derrière au sol, les yeux ouverts, et puis on lui demanderait de décrire ce dont elle est consciente. Puis elle nous dirait des choses. Puis après, on prendrait une personne au milieu de la salle, là, puis on lui demanderait, elle serait assise, et on lui demanderait de décrire la réalité. Et puis nous qui sommes là debout, on pourrait même monter à 3-4 mètres, je te demanderais de quoi tu es conscient. Et on verrait d'une manière très très simple qu'il y a 3 niveaux de conscience différents, suivant l'endroit où nous nous situons. Donc ça peut être plus simple dans le vivant d'être conscient que la vie peut être riche et diverse à partir du moment d'où on se place, nous. Voilà, c'est la première juste introduction qui va vers la simplicité plutôt, qui est ma spécialité. C'est intéressant parce que conscience, c'est avec la science. Et puis, la science dont on parle ici, ce n'est pas la fausse science qui est promue à la télévision, dans les médias en ce moment. Et conscience pourrait être différenciée d'expérience. Ce dont tu parles, c'est l'expérience. Alors, je trouve ça intéressant parce que cette discussion m'amène aussi à réfléchir sur la psychologie, qui est mon domaine. Et j'ai réalisé qu'on s'est éloigné de l'expérience en psychologie en prétendant être une science. Et chez nous, au Québec, au Canada, j'ai proposé durant mes 25 années d'enseignement en psychologie à l'université, j'ai proposé une approche qui redonne à la science psychologique la place de l'âme, si on peut dire, et même de la joie, l'émerveillement, la gratitude, ce dont on ne parlait pas en psychologie. C'est quand même étonnant. Alors, en psychologie, on s'intéresse bien sûr à la conscience, l'expérience dont tu parles. Alors, c'est une question de mots aussi, hein. Il faudrait bien définir les mots, puis on a tous une définition différente de la conscience. Mais la conscience, c'est d'être présent aussi,
Hein, c'est un point d'attention dans notre existence, mais une attention qui est pas seulement mentale, qui est avec le cœur, avec le corps aussi. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être une difficulté de terme aussi. On est confronté aux termes qu'on veut imposer à une réalité qui est la vôtre, qui est votre expérience subjective, qui est toujours subjective. Et peut-être que les sciences dures aussi, parce que j'ai, dans mon dernier écrit, j'ai fait le lien entre la psychologie, la physique quantique et puis les expériences de mort imminente, pour découvrir qu'effectivement, en science, de ce qu'on connaît de la science, c'est vrai qu'on a éradiqué tout ce pan de la réalité qui existe. Il n'y a pas personne qui peut douter de l'existence de l'âme, de la conscience, de l'expérience, mais les scientifiques n'en parlent pas. Alors, je trouve ça merveilleux de se donner l'occasion de remettre en question peut-être les fondements de la science pour parler de conscience et de s'ouvrir à la possibilité qu'il y a peut-être d'autres façons de nommer, et peut-être qu'il n'y a pas de façon de nommer d'ailleurs cette expérience qu'on vit, que c'est pas tellement dans les mots qu'on va utiliser, peut-être dans le ton de la voix, dans la présence, dans le regard ou dans le silence qu'on peut parler de conscience. Donc, je prends le relais justement. Gilles m'a dit que je parle de sagesse chinoise. Je parle à la hauteur de grande sagesse. Mais j'ai essayé depuis ces 30 ans de ma vie pour transmettre cette sagesse avec mon expérience, avec ma transmission. Je pense que c'est très important. À l'époque, il a à la mode aux années 70, c'est Tao et conscience, Tao et science. En effet, le mot le Tao, je pense que c'est ça la notion fondamentale d'une civilisation chinoise. C'était le départ. Il n'y a pas de séparation entre subjectivité et l'objectivité, subjectivité. Tout est en interaction totale. Et bien, à partir de là, je pense que la conscience fait partie, comme vous dites tout à l'heure, c'était extraordinaire. Tout est vibratoire, tout est conscience. Et puis, je pense que la vie, il réunit, la vraie vie, il réunit justement l'esprit, le corps, l'âme qui vibre dans l'interaction ainsi chez l'individu, collectivité et un univers ensemble. Je pense à partir de là, c'est ça, c'est tous les thèmes conceptualisés de choses qui séparées d'une globalité. Donc, l'être humain, on devient morcelé. Je pense que c'est ça peut-être aussi ces siècles. C'est comment, voilà, d'une façon ou l'autre, la science, sans la conscience, peut-être un jour, c'est pas vraie science, c'est pas science, ça vient de philosophie, c'est totalement subjectif maintenant. Tu vois, c'est ça le problème. Voilà. Donc, je pense que c'est l'expérience, le ressenti, la présence, la lumière de vivre. Tout est vibratoire, tout est conscience, tout est aussi dans la matière subtile. J'ai compris l'âme, comme on l'a dit, que j'ai écouté votre conférence, je trouvais magnifique. Non, juste dire que j'ai dû être chinois dans une vie antérieure. Tu veux parler de la Chine parce que Anne, je le sais, on a fait du Qigong ensemble beaucoup et puis Anne, c'était la première femme médecin française à aller faire sa thèse de médecine en Chine. Oui, j'ai connu Cohen il y a 30 ans, plus de 30, 35 ans. Je pensais tout à l'heure, quand on a fait l'expérience avec le bol, donc j'ai fait vibrer un bol tibétain, et on a fait ce que j'ai appelé le toboggan du cœur. Donc on va chercher à l'intérieur, et en écoutant ce son, j'ai demandé à chacun de se relier à une valeur fondamentale. Alors il y a eu la paix, la joie, le partage, l'écoute, etc. Effectivement, tout ça n'a rien à voir avec la science. Et pourtant, ça nous a tous réunis. Et donc, ce moment-là, on a eu un grand moment d'unité et on a vu, si ça avait été un congrès interreligieux et qu'on aurait eu les musulmans, les chinois, les taoïstes, etc., tous ces mots qui sont sortis n'avaient rien à voir avec aucune religion. Et effectivement, rien à voir avec la science. Et pourtant, c'était profondément incarné en nous. Et j'ai bien aimé quand tu as parlé
de ce oui massif qui est à l'intérieur lorsqu'on est dans la synchronicité. Il n'y a pas de doute. Et lorsque vous avez dit vos mots, vous n'aviez pas de doute. Alors, je crois que la beauté de la conscience, c'est quelque chose de l'ordre de pas de doute. Et la science, il y a plein de doutes et c'est merveilleux. C'est merveilleux qu'il y ait tous ces doutes. C'est une science du doute. Et tout ça doit être réuni. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Non. Alors Philippe, tout à l'heure, vous a dit que j'allais vous expliquer que la conscience n'était pas le produit du cerveau. Alors, c'est pas exactement ce que j'ai l'intention de vous expliquer. En tout cas, je vais lui laisser éventuellement le soin de le faire par lui-même. Mais moi, c'était juste rappeler, ou en tout cas informer que d'après Bernardo Kastrup, qui est mais c'est pas le seul, hein, Bernard d'Espagnol l'avait déjà fait avant lui en France. C'est un philosophe contemporain néerlandais, quoi, et il nous fait bien comprendre que le monde physique, qui est finalement le monde qui est étudié par la science actuelle, et que nous appréhendons finalement au travers de nos sens, n'est qu'une une interface avec la réalité, une sorte de tableau de bord qui nous permet de survivre, hein, d'acquérir un minimum de sécurité pour ne pas quelque part ce qu'il appelle nous dissoudre dans la soupe anthropique des états du monde, c'est-à-dire l'augmentation incessante du désordre qui est sous-tendu aux lois de la thermodynamique. Mais le monde physique qui s'affiche sur l'écran de nos perceptions, en fait, n'est finalement qu'un tableau de bord qui nous donne des informations sur le monde extérieur, mais c'est pas le monde extérieur lui-même, en sens où ce monde extérieur, lui, il est pas constitué des éléments matériels qui forment ce tableau de bord. En fait, on traite avec la matière et on en déduit que c'est la réalité. Mais la matière et donc le monde physique qu'elle constitue n'est que ce fameux tableau de bord, l'interface qu'on utilise pour interagir avec la réalité. Tout ce que nous avons, c'est des capteurs pour goûter, sentir, voir. Et notre intuition nous mène à penser que c'est tout ce qui existe. Mais il faut bien voir que le rapport que nous avons avec la matière, c'est strictement le même que celui qu'un pilote d'avion peut avoir avec son tableau de bord. C'est tout un tas de cadrans qui lui donnent des informations sur le monde extérieur, mais il est bien évident que ce tableau de bord n'a rien à voir avec la nature ontologique de ce monde extérieur. Cette réalité extérieure. Alors du coup, Philippe, c'est quoi la réalité extérieure ? On entend parler d'univers d'information, d'univers cyclique. Peut-être que tu pourrais nous éclairer un petit peu plus sur ces concepts-là. Bon, merci pour ta question quand même. C'est quoi la réalité ? Bon, déjà par rapport à la conscience, aujourd'hui, les physiciens, peut-être pas tout à fait dans leur globalité, mais il n'y a pas de statistiques, hein. En tout cas, beaucoup de physiciens français, peut-être même une majorité, je ne sais pas exactement, c'est dommage qu'il n'y ait pas de stats, sont en accord avec l'idée que la conscience joue un rôle fondamental dans la réalité physique, puisque c'est elle qui fait le choix du multivers. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que il y a deux grandes physiques, hein. Il y a la physique classique et relativiste, et puis à la mécanique quantique. Elles sont toutes les deux ultra vérifiées par l'expérience, mais elles sont incompatibles. Par contre, on peut déduire en tout cas la physique classique, peut-être pas relativiste, c'est tout le problème, mais on peut déduire la physique classique, celle qui décrit notre réalité telle qu'elle nous apparaît, de la mécanique quantique, mais pas l'inverse. Et donc ça fait penser aux physiciens que finalement, on vit plutôt dans un monde quantique. Mais comme un monde quantique, c'est un monde où tout arrive en même temps, c'est pas concevable. Et donc, c'est en fait le cerveau qui nous oblige à vivre une seule réalité.
Mais les physiciens français, mainstream, normal sup, tout ce que vous voulez, bien comme il faut, qui pensent ça, sont quand même conscients du fait que ce n'est pas le cerveau qui fait le choix de réalité dans lequel on se trouve. D'accord? C'est la conscience. S'il n'y avait pas la conscience, il y aurait encore le multivers. S'il n'y avait pas la conscience, il y aurait une myriade nous aurions voilà, une myriade d'univers parallèles. Les physiciens, je veux dire, là je parle pas de moi, hein, je parle pas de ma pensée, je parle de ce qui est pensé par des physiciens tout à fait reconnus. Vous pourrez lire même des articles dans La Recherche. Je pense par exemple à Hervé Zwirn, le père de la théorie du solipsisme convivial, qui à mon avis est la meilleure théorie mainstream sur la conscience, qui permet d'expliquer le multivers. C'est-à-dire que c'est bel et bien la conscience qui oblige la réalité à se manifester de manière unique à travers le filtre qu'est le cerveau. Bon voilà, ça c'est une première chose. Ça veut dire que les physiciens sont quand même en train de mettre la conscience comme première, même s'ils restent dans leur approche matérialiste, parce qu'ils considèrent que ce phénomène est déterministe. La manière dont Hervé Zwirn s'en sort, pour ne pas être qualifié de spiritualiste, c'est de dire « Ah, mais c'est un processus déterministe. » Genre, rassurez-vous, ne me tapez pas dessus. Enfin, bon. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pour vous expliquer qu'il est très rationnel de penser que la conscience joue un rôle dans la manifestation de la réalité. C'est rationnel, c'est mainstream. Pas de souci là-dessus. Après, les questions relatives à la nature de l'univers, tu m'as demandé de parler de l'univers cyclique. Ça vient du fait qu'à partir du moment où on considère que tout est conscience, on est obligé de considérer que enfin, c'est rationnel. Hein, c'est pas, comme je vous le disais dans ma conférence, nous qui allons vers notre futur, mais le futur qui vient vers nous, le futur déjà réalisé qui vient vers nous. Et donc il faut renverser la vapeur concernant notre idée du Big Bang. Et bon, le Big Bang, il est trop loin pour savoir si c'est véritablement un organe de création ou un organe qui avale tout. Les trous noirs, eux, sont suffisamment proches pour qu'on sache qu'ils avalent tout. Mais quand on a compris que la réalité se crée dans le sens inverse du temps, on a compris que le Big Bang lui-même avale tout. Donc en fait, dans l'univers est recyclé en permanence. C'est-à-dire que toute l'information, cette fois-ci maintenant, de tout l'univers est recyclée en permanence au-delà des horizons, au-delà de l'horizon du trou noir, au-delà de l'horizon des trous noirs, y compris celui du Big Bang. Et il y a des théories tout à fait récentes qui nous disent que ce qui se retrouve dans les trous noirs est recyclé dans le futur d'un autre univers, c'est-à-dire d'une autre branche de notre multivers, instantanément, par l'intermédiaire de trous blancs qui se trouveraient à ce moment-là dans le futur. Et du coup, ça permet de cautionner les théories de l'univers cyclique, dont le principal père de la théorie de l'univers cyclique, c'est Roger Penrose, le physicien le plus illustre de la planète. Et maintenant, si vous considérez ça du point de vue de la conscience, vous en arrivez à un cosmos cyclique. D'accord? À condition de regarder les choses dans le bon sens, c'est-à-dire le futur vient vers nous dans notre réalité, il est recyclé derrière les trous noirs, il remonte dans le futur à l'intérieur d'un autre versant, on va dire, et il est recyclé dans notre réalité. Et là, on peut imaginer que la création suit un cycle en spirale, et on retrouve au passage des affirmations des dialogues avec l'ange sur l'univers créé, l'univers créateur. Nous, on serait dans l'univers créé. L'homme créé se trouve entre le commencement et le début. L'homme créateur se trouve entre... Non, pardon, l'homme créé se trouve entre le commencement et la fin. L'homme créateur se trouve entre la fin et le commencement. Et effectivement, ça correspond en physique au fait qu'on sait que l'univers conjugué, le temps est inversé, etc., etc. Et puis maintenant, si vous considérez que ça, c'est la chance que nous avons de voir comment fonctionne l'univers à grande échelle, mais si vous mettez ça du point de vue de la conscience et vous comprenez que tout est conscience et qu'il y a de la conscience à toutes les échelles,
En fait, à notre échelle, à nous, il se passe exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ça passe par des trous noirs et des trous blancs, ça passe par des micro-trous noirs et des micro-trous blancs. Et moi, j'ai la confirmation de ça par ma théorie de l'espace-temps flexible, qui a besoin que, pour qu'il y ait ce cycle qui fonctionne avec tout ce que j'ai raconté sur le soi, etc., il faut que l'intrication fonctionne pour permettre le libre arbitre, c'est-à-dire la flexibilité de l'espace-temps. Or, qu'a-t-on découvert en physique récemment? C'est que le phénomène d'intrication était justement lié au micro-trou noir, et pourquoi pas au micro-trou blanc. Voilà. Maître Kewen, ça, je pense que un univers cyclique, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal avec les principes taoïstes. Oui. Alors moi, je vais pas parler de théorie, je vais parler de pratique. Sur la conscience, il m'est arrivé, je vous livre une expérience. Je dors. C'est une expérience qui m'est arrivée, je me rappellerai toute ma vie parce que c'est une expérience. Je dors et d'un seul coup, pop, je suis éveillé et je suis une conscience. Ça dure une fraction de seconde. Et d'un seul coup, il y a un truc qui défile et qui me dit, tu t'appelles Gilles Gandy, c'est la nuit, tu habites à tel endroit, tu as 3 enfants, comme un programme. Mais l'instant d'avant, j'étais une conscience éveillée dans le monde, il n'y avait rien qui bougeait. Et l'instant d'après, c'est il y a tout un programme qui s'installe. Et voilà, j'aimerais avoir vos avis scientifiques sur cette expérience que j'ai vécue. Bon, moi, j'aime bien l'aspect pratique aussi, parce que tout à l'heure, on a vu la simplicité, on a parlé du silence. Peut-être que ce serait dans le silence et l'immobilité qu'on serait au plus près de la conscience, mais là pour le business, ça serait pas bon en tant que spécialiste d'événements, parce qu'on serait en silence, on créerait un champ, une énergie particulière, on montrait le taux vibratoire. Mais la conscience, en psychologie, on appelle ça aussi l'observateur ou le témoin. On appelle ça d'être le témoin impartial de sa propre vie, c'est-à-dire d'être vraiment dans le réel et non pas dans le mental, dans l'imaginaire, dans les idées, être dans le réel. Et ça, c'est intéressant, on pourrait avoir beaucoup de gratitude pour la conscience parce qu'elle nous est très utile, notamment au développement personnel, dans tout le travail sur soi, parce qu'il y a un principe qui dit on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Si je mets un stylo par terre, il y a 2 conditions pour qu'il change, c'est d'abord de le voir et ensuite de l'accepter avec humilité. Et l'inverse de la conscience, c'est l'inconscience. Et si on voit l'état du monde, c'est peut-être notre propension à ne pas voir ou ne pas accepter les choses, à condition d'avoir l'humilité de commencer à regarder chez soi et de s'observer. Et donc tout le travail qu'on fait en psychologie, en développement personnel ou dans les entreprises, c'est le travail de conscience de soi, de ses comportements, de ses attitudes, de ses parties égotiques, instinctives, animales, prédateurs, avidité, peur. Et c'est ce travail de transformation, de transmutation, de métamorphose. Et rien n'est négatif. En vérité, peut-être que la pression du monde aujourd'hui, certains pourraient qualifier cette négativité, peut-être qu'elle est là pour nous faire voir qu'on est dans un passage justement d'évolution et de changement de niveau de conscience. Mais comme on est tellement inconscient que la vie, elle est sympa, de dire, tu veux pas voir, je t'en remets une couche. Donc c'est le temps d'urgence là qui est intéressant pour changer de niveau de conscience. Bon, ça me satisfait pas parce que j'étais une conscience qui n'avait pas de définition. Alors, une autre psy, j'essaie une autre psy, de l'autre côté du Québec. C'est une expérience que tu as vécue. Et toi seul pourrais en parler, honnêtement. Je déteste la position d'expertise qui va te dire ce que toi, tu as vécu, pour être honnête. Mais je peux te parler d'une expérience. Peut-être que ça va te donner une réponse. Bon, je réfère à mon travail de professeur en psychologie, où je fais des démonstrations pour montrer comment on aide une personne devant soi qui a une expérience, qui a une vie. J'aime beaucoup ton idée de témoin. Tout à fait, la conscience est le témoin et ça pourrait être une condition, d'abord et avant tout. On ne pourrait pas parler de conscience si, d'abord et avant tout, on n'est pas témoin de sa propre expérience. Et ce qu'on découvrait dans les démonstrations que je pouvais faire en classe pour montrer comment aider quelqu'un,
on réalisait qu'il se passait quelque chose qui était pas facile à nommer, hein, pour être honnête. Et tout ce que je pouvais dire, les gens étaient émus par rapport à cette observation d'une intervention. Et tout ce que je pouvais répondre quand on me disait, mais c'est quoi, Lucie? Parce qu'au Québec, on se tutoie comme professeur et étudiant. C'est quoi, Lucie? Alors, je disais, c'est l'amour. C'est tout ce que je pouvais répondre, c'est l'amour. Et j'ai cherché à expliquer ça, et c'est là que j'ai été vers la physique quantique et les expériences de mort imminente, qui parlent d'un amour plus grand qu'un amour conjugal, par exemple. Mais ce que je peux dire, c'est que dans ma pratique de psychologue aussi, et dans ma formation, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose d'innommable, qu'on pourrait appeler la magie de la relation. C'est-à-dire qu'il y a une naissance dans une relation. Je sais que la vie nous amène à nous rejoindre, Philippe et moi, les amoureux, et parfois ça donne naissance pour vrai là, à une personne humaine, mais il y a aussi dans chaque relation une naissance. Alors la conscience, elle n'est pas que observatrice, elle est aussi créatrice. Et je vous dis ça tout simplement en nommant mon expérience. J'ai pas cherché nécessairement dans des livres de physique pour l'expliquer, mais je pense que chacun peut vivre cette expérience et on est dans une transition, à mon avis, de redécouvrir avec notre intuition, à prendre conscience de ça, puis à essayer de le nommer pour nous-mêmes, avec nos propres mots, dans le silence. Parce que je pense qu'il y a trop de mots, en fait. Parce que tout à l'heure, je ne veux pas répondre, parce qu'après votre exposé, moi, j'ai un grand respect au fond de moi des sciences, des scientifiques, vraiment. Parce que, il faut dire, on va remercier la science. Mais en vous écoutant, c'est parce que on le fait le temps, le grand temps, le pas, tu vois, de forme, il n'a pas de nom, il n'a pas d'émotion. Il fait juste naître le ciel, la terre, le soleil et la lune. Il fait naître des 10 000 choses. À partir de là, il y a le troisième espace. Troisième espace, c'est entre deux choses, entre visible et invisible, encore, il faut la résonance, tu vois. Pour moi, la résonance, c'est le vivant. C'est comme toute l'expérience, ça dépend de la conscience de cette personne. Comme vous parlez tout à l'heure, la conscience collective. Scientifiquement, c'est déjà une partie éprouvée comment on peut impacter l'un sur l'autre. Quand on vit dans le même conscience vers le même objectif, parfois ça se passe complètement autre chose. C'est comme la pratique de Qigong, tu vois, toutes ces années dans ma recherche, maintenant j'ai changé totalement mon enseignement, c'est une vibration de l'instinct créateur. C'est nous qui créons la vie, c'est une vérité. Pour moi, c'est cette vérité, j'ai perçu comme dans l'éveil subite de conscience. On dévie ensemble les témoins d'une conscience collective, mais c'était en train de transformer cette connectivité. Il n'est pas stagné. C'est pour ça que chaque pratique, c'est unique, tu vois. Tu peux pas dire entre le ciel et la terre, mais c'est pas ce que je suis actuellement. Ma conscience, je peux aussi envoyer à l'extérieur. L'extérieur, j'écoute à ce moment, grâce à votre conscience, aussi l'intensité de votre présence, et ça va changer totalement autre chose. Donc c'est ça, à devenir. L'humanité, c'est à devenir. Plus personne ne veut parler. C'est de ma faute parce que j'ai balancé un truc là. Quand même, je te réponds un peu, Lucie, puis je vous ai taquiné, je t'ai taquiné un petit peu. C'est juste que moi, ce que ça m'a apporté, cette expérience, c'est que je sais depuis ce moment-là, mais je le sais intellectuellement, du coup, que je ne suis pas ce que je crois être. Mais du coup, j'ai renoncé à essayer de me définir, puisque je sais que je ne suis pas définissable. Il y a un jeu en moi qui n'est pas définissable, mais pour moi, ça reste un mystère, hein, mais complètement un mystère. Puisqu'on est dans les expériences, je peux partager quelque chose d'un peu personnel ou intime. J'avais 17 ans, donc il y a longtemps. Je marchais dans la rue à Paris et d'un seul coup, quelque chose s'est ouvert. Indéfinissable. La particularité, c'est qu'il n'y avait pas d'espace-temps. Je ne savais pas si ça durait 1 seconde, 1 millième de seconde, 1/4 d'heure. J'avais comme une expansion d'omniscience, d'amour, et puis cette perception que tout ça c'est du théâtre, c'est une illusion. Et ça s'est refermé, et comme si je retombais dans une boîte. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais toute ma vie, et dans les péripéties de ma vie, les épreuves de ma vie, comme tout à chacun, ça s'est inscrit.
Et du coup, ça m'a donné de la joie, de la ferveur ou de l'envie de m'engager parce que j'ai été en contact avec ce moment de conscience. Mais c'est un cadeau, ça t'est donné, hein. C'est pas, t'as pas fait un travail, hein. Voilà, ça c'est très important pour mon parcours. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un livre qui s'appelle « 101 expériences de philosophie quotidienne » de Roger Paul Droit. Et dedans, il dit « Faites l'expérience d'être éternel ». C'est une petite expérience qu'on peut faire tous ensemble. Donc, il s'agit de rentrer à l'intérieur et de voir notre peau comme le temps. Donc, fermez les yeux, on rentre dedans, la peau c'est le temps, et puis on descend à l'intérieur, puis là il y a les poumons, donc il y a des mouvements, c'est encore le temps, et puis il y a le cœur qui bat, c'est encore le temps, et puis on plonge à l'intérieur. Et là, il y a quelque chose de différent qui est quelque chose d'éternel. C'est une expérience qui est simple. Et je pense que c'est une expérience que nous avons tous fait à un moment ou à un autre de notre vie, d'aller voir à l'intérieur cet espace immobile de toute éternité, qui est une conscience éternelle. C'est un point avec un ancrage absolu. Avec cette certitude massive dont nous a parlé Philippe tout à l'heure. Et puis on inspire. Et on revient. On remonte de l'intérieur sur toutes nos couches extérieures. Merci. Merci. Par contre, j'ai envie de partager, c'est avec la confiance déjà Philippe, avec toute la recherche magnifique scientifique qui a essayé de rapprocher maintenant totalement la conscience. Aussi toute la pratique maintenant. Tu vois, à la mode, on peut dire méditation, voilà, les visualisations, et puis aussi le qigong, le tai chi, tout ce qui est yoga. Mais je pense que cette conscience qui a touché l'éternité, c'est un trame de se cultiver. Je pense que la conscience, l'au-delà de conscience, c'est l'inconscient, on peut dire, quelque part. Mais l'homme, je pense qu'au sein de l'univers, il a quand même un chemin, comme vous dites tout à l'heure. Je pense qu'en soi, on a beaucoup de travail à faire. C'est pas parce qu'on l'envie qu'il est là, qu'il soit là. C'est parce que c'est toute une expérience, c'est toute une vie pour moi. C'est ça que j'ai toujours médité le monde quand il y a trop dans le bazar. Tout l'univers, c'est nous, chaque individu, on a un univers. L'univers contient nous devons l'univers entier. Tu vois. Mais entre ça, il a beaucoup de chemins à faire. Ce que je trouve le chemin, c'est ce chemin de prise de conscience, ce chemin de constamment s'améliorer, s'ajuster, ce chemin de réellement prise de conscience de sa propre ajustement. Je pense que maintenant, il faut éviter tous les dérives, c'est tout ça, on l'envie, un monde de paradigme, tu vois. Mais entre ce qu'on l'envie et le premier pas, je pense qu'il faut déterminer, mais savoir dans cette détermination, surtout il y a beaucoup d'épreuves. Quand détermination est faite, les épreuves deviennent justement quelque chose de lumineux. Mais encore, malgré que ce soit lumineux, c'est extrêmement éprouvant. Tous les grands êtres, s'ils vibrent dans leur conscience lumineuse, ils ont
tous traversé beaucoup de doutes. Et ces doutes-là, ça fait partie de l'initiatique. J'en suis persuadée. Ce que j'ai appelé de ça, c'est très important parce qu'on va retomber dans un monde de consommation, tu vois, de bien-être. J'ai déjà dit, ça fait 15 ans, je suis contre le marché du bien-être. Encore le Qigong, c'est comme tout aussi, tu vois, à certains moments. Ça dépend quelle conscience se trouve, on l'a dit, la conscience modifiée. Il peut y aller extrêmement loin, tu vois. Jusqu'à qu'on oublie l'autre échelle, tous trouver c'est l'infini, c'est l'éternité. Mais entre-temps, chaque pas, chaque souffle, chaque sourire, chaque présence, tout ce qu'on fait envers les autres, avec nous-mêmes, je pense, ça participe beaucoup et ça demande réellement une grandeur, une dignité de l'être. Je pense vraiment. Merci. On va peut-être pouvoir effectivement, merci à tous pour vos réflexions. Et on va pouvoir passer aux questions du public. Bonsoir et merci beaucoup. Ça va être très court les remerciements, je vous rassure. Merci beaucoup en tant que scientifique, en tant que coach, en tant que peu importe votre métier, de ressusciter la sagesse ancestrale et de faire ce pont-là entre la science et la spiritualité. C'est très important pour moi parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a été persuadé de tout ce que vous dites. Et donc ma question, parce que je vais pas raconter ma vie, ma question c'est est-ce que pour vous la conscience, alors là pour le coup c'est plutôt vers les scientifiques que ça s'adresse cette question, est-ce que la conscience, comme ont tendance à le dire les sages, les grands mystiques, est-ce que pour vous elle est immobile, elle est non locale et elle est inclusive? Dans le sens où je reprends l'image de Philippe Guillemant, toutes ces oui, parce qu'au final c'est peut-être plus vers Monsieur Guillemant que ça se dirige. Vous parliez de ces bulles de conscience qui sont juxtaposées, pas juxtaposées, mais en gros l'espace n'existe pas, mais la conscience uniquement existe. Donc pour moi, si je suis votre raisonnement, ça veut dire que la conscience c'est le réel, c'est la réalité. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est la conscience. Et si la conscience, c'est la seule réalité, à ce moment-là, et que est-ce qu'elle est non locale? Est-ce qu'elle est non locale dans le sens où elle peut pas être localisée puisque l'espace n'existe pas, donc ça me paraît très logique. Immobile puisque justement elle inclut tout, et dans ce sens-là, elle est inclusive. Voilà, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais inclusive, je vois pas ce que vous voulez dire. Dans le sens où aucune réalité n'existe en dehors d'elle. D'accord. Pour vous faire comprendre cette notion de non-localité de la conscience, imaginez que nous soyons tous à l'intérieur d'un jeu vidéo. On n'est pas à l'intérieur d'un jeu vidéo, rassurez-vous, hein. Mais la théorie de la simulation, elle est quand même intéressante parce qu'elle permet un changement de perspective qui nous permet de mieux comprendre la non-localité. C'est-à-dire que je ne pense pas que nous sommes dans une simulation à la Matrix, réalité augmentée, etc. Mais l'idée d'une simulation de la conscience, oui, ça, elle est très intéressante puisque la physique nous apprend à travers le modèle holographique de l'univers que on peut considérer les choses de cette manière, c'est-à-dire que c'est la conscience qui reconstruit notre sensation d'espace, notre sensation du volume, avec toute sa matérialité, à partir d'un univers d'information qui se trouverait localisé sur les surfaces horizons de l'univers. Donc ça, c'est ce que la physique nous enseigne. Si on veut le comprendre, je vous propose de faire appel à la théorie de la simulation, mais sans tomber dans le piège matérialiste. Piège matérialiste, ça veut dire, ok, tout se passe comme si on était dans une simulation, mais c'est pas vrai, parce que si c'était vrai, le simulateur lui-même, le même problème se pose, donc nous serions dans une simulation, deux simulations, etc. On s'en sort pas. Mais si vous remplacez le simulateur par la conscience, ça marche.
Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut en venir à l'histoire que je vous propose, du modèle. Nous sommes tous des joueurs. Nous sommes tous en train de jouer à la création d'une réalité. C'est la conscience qui construit l'espace. Chacun d'entre nous a cette capacité de la conscience elle-même à construire l'espace. On peut pas le nier, c'est vrai on le vit, c'est vrai dans les rêves, etc. Eh bien, si on joint l'ensemble de toutes nos consciences, moi je veux bien faire le programme, pardon, mais je me vois bien, je veux bien faire le programme de notre jeu vidéo collectif, qui consiste à permettre la flexibilité de l'espace-temps qui va permettre que malgré tout ça, on conserve le libre arbitre. Mais dans ma simulation, je vais remplacer le libre arbitre par le hasard, par exemple. Mais je pourrais très bien remplacer le libre arbitre par des joueurs qui auraient le libre arbitre parce qu'ils seraient tous Dieu. C'est-à-dire que moi, je pense que Dieu existe au sens où c'est la seule conscience de l'univers qui se multiplie au travers autant de fenêtres que sont chacun d'entre nous. Hein? Donc si on conçoit les choses comme ça, on peut comprendre la théorie de la simulation, le fait que nous sommes tous des joueurs qui jouons au jeu de la création. Et comme nous, on est capable de construire notre sensation de l'espace, évidemment, on va prendre toutes les informations que donne notre conscience, et on va prendre celle de tout le monde, et on va fabriquer un univers. Et pour moi, j'ai aucun problème à fabriquer l'espace collectif. C'est ça la non-localité. Et j'ai aucun problème, et il est nécessaire pour moi que cet espace soit non local, parce que si je veux changer la réalité par rapport à ce qu'elle était précédemment, je peux pas changer la trajectoire de quelqu'un, par exemple, qui va arrêter de rencontrer quelqu'un d'autre dans le futur si je change pas en même temps la trajectoire de cette personne dans le futur, puisqu'ils vont arrêter de se rencontrer alors qu'ils se sont jamais rencontrés. Donc, je crée le phénomène d'intrication, donc j'engendre la non-localité du fait que je veux que mon programme soit cohérent. Un informaticien est capable de très bien comprendre ça. C'est-à-dire que la non-localité est issue de la nécessité de préserver la cohérence de la réalité lorsqu'on est dans une construction collective. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc ça veut dire qu'il y a une unité intrinsèque. En fait, moi, quand je vous entends, ça me fait vibrer. Excusez-moi, donc je suis un peu passionné. J'ai pas l'habitude de parler en public, mais ce que je comprends, donc, ça veut dire que il y a. Bon, je comprends ce que vous dites par rapport à la simulation, mais en gros, il y a une unité. C'est-à-dire que pour illustrer mon exemple, c'est-à-dire que si nous n'étions pas dans cette salle tous autant que nous sommes, quand nous ne sommes pas là, quand il n'y a pas une conscience qui est là pour voir cette salle, elle n'existe pas. Alors, je résumerai en disant la chose suivante. Nous sommes tous la même conscience en train de créer la même réalité. Voilà. Je peux risquer une réponse aussi, qui est peut-être aussi une question, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les obstacles qu'on rencontre à essayer de comprendre la conscience sans pouvoir le faire, c'est peut-être dû à ce que, depuis très longtemps, puis avec la science aussi, on a une perspective de nous vers l'extérieur. Et on oublie peut-être qu'on peut voir les choses autrement. Alors, la conscience, c'est peut-être justement cette entité qui nous comprend, qui va d'elle, elle étant quelque chose de très grand et qui nous dépasse et qui comprend tout, vers nous. Et nous sommes que l'expression de la conscience. Je ne sais pas si vous voyez. Je crois qu'on fait souvent cette erreur-là. On l'a fait en psycho, on l'a fait sûrement en physique, quand on considère les phénomènes de l'individu vers l'extérieur, un peu comme avant, on considérait que la Terre était au centre de l'univers. Essayer de tout comprendre en fonction de ça. Alors, je crois, si on veut vivre une expérience, d'essayer de faire l'inverse et de voir cette conscience qui nous crée et de laquelle on n'est que l'expression, une expression qui n'est pas totalement matérielle, pas uniquement matérielle en fait, dans cette vibration d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez ces vagues qui viennent vers nous,
plutôt que nous qui créons quelque chose et qui essayons de faire, de rendre ça compréhensible avec ces multiples consciences. Alors, moi, je sais pas, je tente cette réponse-là sans être physicienne, mais après avoir réfléchi sur les obstacles que moi-même je rencontre à essayer de définir la conscience. Bonjour, je viens du Maroc et je voulais vous dire en fait, la conscience, est-ce que, c'est mon expérience, c'est un état de silence et un état de présence qu'on cultive et que les scientifiques n'ont pas. Donc, moi, je suis médecin spécialiste et depuis une dizaine d'années, ma conscience est ouverte. Je ne savais pas ce que c'était que la conscience. Je ne sais pas si on peut la définir, en fait. C'est très subtil. Donc, j'ai découvert ce que c'est que cet état d'observateur, cet état de témoin et tous les obstacles comme vous parlez. Et donc, je pense que le scientifique n'a pas goûté à ça. Et quand un scientifique goûte à ça, il sait ce que c'est que la conscience. Voilà, merci. Alors, je pense, je suis pas scientifique, du coup, je vais répondre. Je pense que le scientifique, même s'il goûte à ça, il a envie de savoir ce que c'est. Mais oui, c'est son job, il est scientifique, il explore. Enfin, non, je me trompe. Non, certainement pas. Non, certainement pas. Je sais pas si Philippe, tu veux répondre quelque chose à ça, mais oui, effectivement, la conscience, chacun la vit à son propre niveau, quoi. Le fait d'être scientifique ou pas, ça modifie en rien le fait d'avoir cette expérience et et donc de la vivre, quoi. Alors, il nous reste 1 minute. Je vous le dis juste pour le timing. Ouais, merci. Alors, c'est pas facile parce que faut mettre un peu de clarté, un peu d'ordre. Et c'est vrai que dans les approches philosophiques, développement personnel, spiritualité, chacun a sa terminologie et ses mots. Alors, on a parlé du soi, on a parlé de l'esprit, on a parlé de l'âme, on parle de la conscience, on peut parler de l'essence. Moi, je peux vous partager ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, ce qui m'a interpellé. C'est si on devait serrer un peu les choses, les mettre dans une certaine forme d'ordre. Il y a notre ego, notre personnalité, qui est le fruit de vos conditionnements, de nos conditionnements, papa, maman, la première éducation, conscience morale. Et puis, sans parler des ancêtres. Et puis, il semblerait qu'on arrive avec une essence qui vienne d'autres vies, etc., une étincelle divine. Et on prend compte, ce qu'on appelle l'essence, en entreprise, on appelle ça les savoir-être, hein, avec des qualités très spécifiques, la vérité, la bonté, la beauté, etc., qui font partie de notre être. Mais l'ego est toujours là en train de faire du bruit. Et l'expérience de la méditation nous permet justement de calmer, et c'est cette immobilité qui nous fait prendre conscience d'abord de l'agitation. Et après, qu'est-ce que ça pourrait permettre? Que vienne à nous, peut-être, nous adouber l'esprit, qui serait peut-être encore un niveau supérieur. Voilà, donc mettre des mots simples, ça permet peut-être de clarifier tout à l'heure la question de monsieur sur la conscience. L'esprit est omniscient et en dehors de l'espace et du temps. La conscience, d'un point de vue pragmatique, je dirais presque que c'est un outil pour moi de prendre conscience. Enfin, grâce à ma conscience, je me mets en contact avec qui je suis vraiment, avec mon essence. Et il faudrait y rajouter deux éléments. Si on vous fait une petite expérience, fermez les yeux, on va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Où est votre conscience? Et puis au bout de 3 minutes, on va vous interroger. Puis il y en a qui vont dire, elle est là, elle est à l'extérieur, elle est à l'intérieur, elle est dans mon ventre. Elle est où ta conscience? Peut-être que la réponse est, ta conscience est là où tu mets ton attention. Mets ton attention dans tes pieds, ta conscience est dans tes pieds. Mets ton attention dans ta respiration, ta conscience est dans ta respiration. Donc nous sommes acteurs de l'intention où on met notre attention. Donc là, il y a une liberté, quelque chose d'intéressant, comme quoi la conscience peut être un acte et quelque chose pour nous faire progresser et grandir. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est vrai que c'est pas évident au niveau des mots, mettre de la clarté dans les mots. Merci. On va s'arrêter là et juste, je vais vous dire votre attention tout de suite, elle va se mettre, parce que vous allez mettre votre intention dans quitter cette salle.
dans aller acheter les livres et les faire dédicacer, dans acheter à manger et à boire et remplir votre estomac. Et tout ça, c'est une histoire d'intention. Et là, vous avez complètement le choix, mais on vous pousse un petit peu à le faire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde, merci.